Bonjour et bienvenue dans mes insomnies. Cette vidéo est la première d'une série sur les représentations de la folie au cinéma. Pour commencer, voici le premier de 5 articles publiés par l'Accord, Association des cinémas de l'Ouest, en 1999, à l'occasion d'une programmation appelée La raison en feu ou la fascination du cinéma pour la folie. Autour de ce thème des représentations de la folie au cinéma et dans l'art d'une façon générale, il y aura aussi des live Twitch. Pour ces lectures, j'ai choisi le mode podcast, mais illustré des photos du livre, donc soyez attentifs, il y aura des choses à voir. Les renseignements sur les auteurs et les films sont en description. Installez-vous, bonne écoute, et pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait, bien sûr ici sur la chaîne Insomnie et sur Twitch chez l'Entortillé. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker à la fin de la vidéo. Merci. Bruegel, Bosch, Dürer et puis Géricault, Goya. Les peintres ne se privent pas de la représentation de la folie. Et les fous peignent, comme Wölfli. Certains médecins, au premier rang desquels Charcot, s'intéressent aux expressions plastiques de l'hystérie, tant dans la réalité clinique que dans la représentation artistique. Du côté de la littérature et de la pensée, la préoccupation est tout aussi marquée. Ainsi, l'éloge de la folie d'Erasme date de 1509, et le roman matriciel de la littérature moderne, Don Quichotte de Cervantes, met en action un personnage qui confond rêve et réalité. Sade, Nerval, Gogol, Nietzsche ont eu, d'une manière ou d'une autre, affaire avec la folie. La liste serait infinie, et on est bien convaincu qu'elle serait tout aussi impressionnante s'agissant de cinéma. Cela étant, on constate d'emblée qu'au cinéma, des artistes comme Artaud ou Van Gogh auraient du mal à s'exprimer, sauf en Super 8 ou en petite caméra numérique. Le 7e des arts est intrinsèquement lié au pouvoir de l'argent, et des producteurs nous étonneraient qui confieraient des millions à des cinéastes dépourvus de raison, c'est-à-dire qui ne pourraient entendre raison. En revanche, les malades mentaux trouvent leur place sur les écrans, dans la fiction bien sûr, mais aussi dans le cinéma du réel. Filmés, respectés, ils subissent le même sort que tous les autres sujets de documentaires. Ils deviennent des personnages, comme c'est le cas par exemple pour le jeune homme suivi dans ses déambulations par Jean-Pierre Daniel et Fernand Deligny dans Le moindre geste. Au cinéma donc, même s'il arrive que des travailleurs de cette industrie, en particulier les acteurs, voient leur santé mentale se dégrader, la folie est d'abord représentée. La fascination que les arts du récit manifestent pour la folie est certainement liée à un riche potentiel narratif, justement parce que la maladie psychique, déformant la perception du monde extérieur, son évocation autorise des excès, une ardeur qui ont à voir avec l'art. Montrer la raison en feu, selon l'expression de Michel Foucault, est souvent le désir de cinéaste, percevoir ce qui, depuis l'âge classique, est l'objet d'exclusion, ou plus exactement d'internement, attise la curiosité de ceux qui, à fréquenter les œuvres d'art, en sauront plus avec trouble, mais sans risque majeur. À partir de là, des tendances se développent, les mêmes qui ont été décrites par Michel Foucault dans son Histoire de la folie à l'âge classique. D'une part, celle qui va vers une rationalisation critique, de l'autre, celle qui développe son intensité vers le tragique, voire le burlesque. Avec, bien sûr, des passerelles. Du côté de la conscience critique de la folie et de ses formes philosophiques ou scientifiques, morales ou médicales, le documentaire, le film dossier. Du côté de l'exaltation, le portrait en acte d'un ou plusieurs personnages traités avec plus ou moins de retenue, de démesure, de feu. Peut-être parce que les excès d'une déraison racontée autorisent, fût-ce dans le dépouillement, une forme lourde de sens, donc l'expression artistique. Carole Desbarras, petite méthodologie portative pour programmation thématique. Fou de pouvoir, fou de guerre, fou de Dieu et aujourd'hui jusqu'aux 12 idiots qui habitent les films. Au cinéma, l'abondance de portraits cliniques, de fictions centrées autour de l'institution psychiatrique ou de ses patients n'est plus à démontrer. De Buñuel à Bellocchio ou Kubrick et Lars von Trier.
L'identification ou le rejet qu'il provoque autorise une très confortable remise en question de notre propre normalité. Et comme la frontière reste toujours dangereusement poreuse, les fous intéressent les réalisateurs et les spectateurs. L'altérité offre un miroir dans lequel, par le biais rassurant de la réception d'une œuvre d'art, un spectateur, vous, moi, se confronte à la différence, à la complémentarité, au clivage, au manque. Bref, faut-il oser de tels truismes grâce à ce reflet, le sujet se constitue aussi. Pour autant, la folie n'est pas une entité immuable. Son inscription dans le temps, une société, sa culture en modifie la perception, aussi bien dans la vie réelle que dans la représentation cinématographique. Au cours du siècle, les traitements psychiatriques ont subi différentes mutations, de la seule camisole chimique à la psychiatrie systémique, en passant par l'antipsychiatrie, de l'asile de fous à des havres alternatifs comme Bonneuil ou Laborde, du système d'enfermement occidental à l'intégration par exemple de Moa le fou, Moa le sage dans le Maghreb. La palette est large et le cinéma en rend compte. La représentation de la folie a donc non seulement suivi les évolutions de la médecine, mais elle a aussi été marquée par les différents statuts culturels occupés par la maladie mentale. De cela témoignent des films comme Le cabinet du docteur Caligari, où, en 1920, les décorateurs Walter Reimann, Walter Rohrig et Hermann Warm forcent les perspectives pour que le monde se résume aux seules hallucinations d'un fou enfermé dans un asile. Nous sommes à une époque où l'écoute des sujets atteints de maladie mentale n'est pas encore un souci. La clôture de l'asile propose donc une scénographie en accord avec la perception que l'on a alors de ces délires. Le cinéma américain classique ne sera pas en reste. En 1949, au moment où Hollywood découvre Freud et où des producteurs s'abonnent aux revues américaines de psychanalyse, dans L'enfer est à lui, Raoul Walsh peint en James Cagney ce que dans la vie courante on appelle un fou furieux. Là encore, le portrait paraît aujourd'hui outré, et si le film reste dans les mémoires, c'est bien malgré ses excès. En effet, c'est en contemporain de travaux récents que nous le revoyons, par exemple ceux du docteur Henri Grivois. Le terme complètement fou, dans sa banalité même, dans le fait qu'il soit employé par l'enfant très jeune, aussi bien que par des adultes avertis, là où ils devraient, eux, se contenter de dire « cet homme apparaît assez malade pour qu'on l'assiste », semble bien indiquer qu'un seuil est atteint. Sourdement pénétrés des travaux de recherche de nos contemporains, peut-être sommes-nous du coup assez sensibles à la souffrance de ce tueur mégalomaniaque pour, au-delà de la crise oedipienne Akatsu mise en place par Walsh, découvrir la complexité de ce personnage de fiction. Pour en revenir à un survol plus que sommaire et dont le seul bénéfice est indicatif, en Europe, après les films de Franju, dont l'étonnant La tête contre les murs en 1959, dès la fin des années 60 commence une forte mobilisation autour du courant antipsychiatrique tel que Lange et Cooper l'ont défini dans Le champ de la médecine. Le film phare en sera celui de Bellocchio, Les poings dans les poches. Il est de 1965. Viendra alors, en 1972, Family Life, de l'infatigable défenseur des bonnes causes Ken Loach. Puis, comme dans un mouvement pendulaire qui ferait l'économie de l'antipsychiatrie, à nouveau feront retour les figures de fous dangereux, ceux de Kubrick, de Dr Folamour à Shining. Jean-Claude Pollack rend compte ici de l'importance de ce dernier film, connu de tous en vidéo, mais dont on aimerait beaucoup que les structures de distribution relancent la diffusion en support film. Et enfin, plus récemment, apparaissent les idiots, mi-dostoïevskiens, mi-mystiques de Lars von Trier. Dans son texte, François Angelier les replace dans un courant de pensée hérité de la fin du XIXe siècle. Un certain catholicisme dont l'exaltation le situe très loin de l'idéal de rationalité des Lumières, dont il faut dire que le dolorisme n'est pas absent. En bref, dans la dernière décennie du siècle, la militance antipsychiatrique s'est estompée et la pluralité des pratiques médicales dont nous parle Paul Bretéché trouve un écho cinématographique. Sur les écrans, aujourd'hui, coexistent des films aussi différents que Shock Corridor, situé par Samuel Fuller dans une redoutable institution psychiatrique américaine du début des années 60, et La moindre des choses de Nicolas Philibert, centré sur le champ alternatif et sa persistance jusque dans les années 90. S'agissant de maladies mentales, d'évolution des traitements psychiatriques, une légitime curiosité, ou faut-il dire d'inquiétude,
fait que nous souhaitons tous, plus ou moins confusément, en savoir davantage. Dans notre société occidentale, la folie est circonscrite dans un monde clos. Michel Foucault l'avait admirablement démontré. Le classicisme a inventé l'internement, un peu comme le Moyen-Âge, la ségrégation des lépreux. La place laissée vide par ceux-ci a été occupée par des personnages nouveaux dans le monde européen, ce sont les internés. Depuis, l'inclusion physique des fous produit stéréotypes et fantasmes. Au mieux, quand elle évite la caricature, l'image des fous est-elle brouillée. Elle arrive jusqu'à nous par une médiatisation télévisuelle, par exemple, qui a plutôt tendance à flatter la bonne conscience du spectateur. Face à ce flou, l'option ici proposée ne répond pas par un pointillisme faussement objectif, mais plutôt par la vision subjective et engagée de cinéastes, donc plutôt par une catégorie de films, celle qui suppose que le cinéma est un art. Cela étant, si une programmation forcément sélective ne retient pas les films qui ne se placent pas dans le champ de la réception artistique, elle ne leur dénie pas pour autant toute fonction. Même si cette option ne nous intéresse pas ici, comment oublier que le cinéma trouve parfois cette utilité, vulgariser de nécessaires connaissances dans le public. Un film comme Family Life s'y emploie. Au moment où l'antipsychiatrie commence à être pratiquée et un peu connue, Ken Loach permet au public des années 70, qui n'a pas encore vu d'image de l'intérieur des asiles d'aliénés, d'imaginer ce que sont les conditions de traitement des malades dans l'institution psychiatrique traditionnelle. À cet égard, la scène de l'électrochoc a été reçue avec un émoi difficilement imaginable aujourd'hui, parce que le seuil de tolérance aux images violentes s'est considérablement modifié. Au Saint-André-des-Arts à Paris, le responsable de la salle, Roger Diamantis, avait dû affronter de véritables malaises de spectateurs affectés physiquement par la représentation de la brutalité psychiatrique. Le bouche à oreille qui entourait favorablement le film n'en était que plus intense, ce qui n'a pas empêché deux critiques contemporains d'émettre une opinion d'emblée très claire sur ce qu'ils sentaient plutôt comme un instrument de combat qu'une œuvre artistique. En 1973, Serge Danet et Jean-Pierre Houdart analysaient ainsi la mécanique du film. Family Life est un film efficace, mais dont l'efficacité est ambiguë. Il y a d'un côté la vieille machinerie, un certain type de fiction que nous avons défini ici comme moderniste, reposant sur l'opposition individu-société et embrayeur-système, et de l'autre, du carburant neuf, l'antipsychiatrie comme courant de pensée à la mode, l'asile comme scène longtemps refoulée du cinéma, le schizo comme personnage principal. Or, il est clair que le spectateur est bouleversé par la vieille machinerie et met son émotion sur le compte du carburant neuf. D'où l'impression encore aujourd'hui que ce trouble ne concerne peut-être pas directement la pratique artistique. À ne montrer les fous que comme des malades et non comme des personnages dans leur richesse, on aide peut-être à faire connaître théories et pratiques psychiatriques, mais on ne propose pas le miroir de l'altérité évoqué plus haut. En tout cas, si un cinéaste procède à une désignation purement objectale du fou, il mobilise les capacités de révolte du spectateur comme le réussit à son tour Milos Forman en 1975 dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais ce faisant, il ne présente pas non plus son personnage comme un frère, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, en qui je puisse me reconnaître et dont je puisse, dans le même temps, me différencier, qui donc m'aide à moi-même me connaître. Dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, les affects du spectateur sont assignés à résidence. L'infirmière est définitivement une méchante et rien d'autre. Et surtout, pas traversée par le mal. Pour le dire rapidement, dans un western, un cow-boy au visage en lame de couteau, habillé de noir, est directement identifiable comme un méchant. L'ombre de Scar, le chef indien qui engloutit le personnage de petite fille terrifiée, réfugiée à l'abri d'une pierre tombale au début de La prisonnière du désert, rappelle que le mal existe et que l'art en rend compte, dans le cas présent, grâce à la mise en scène fordienne. Donc, pour en revenir au film de Forman, les personnages n'y font que concentrer notre énergie sur le refus d'une pratique institutionnelle, sans déranger le spectateur, sûr de son bon droit grâce à l'efficacité de la vieille machinerie. L'idéologie règne, le sens ne saurait broncher. A contrario, le personnage interprété par Ingrid Bergman dans Europe 51 bouleverse. Folle, sainte, sauf engagement et conviction du spectateur, Irène ne rentre dans aucune des deux catégories. En effet, Rossellini a organisé des faisceaux de signes convergents qui nous laissent le choix possible. Rejet de telle explication, adhésion à telle autre.
ne serait-ce que parce que les tenants de l'une et l'autre hypothèse sont présents et crédibles dans l'organisation de la fiction. On est loin de la dramaturgie carrée qui, avec un grand savoir-faire, impose la mobilisation des affects contre une institution ou ce que l'on appelait naguère un appareil idéologique d'État. On n'est pas non plus dans la mollesse d'un cinéaste qui n'oserait pas affirmer n'importe quelle analyse de ce film le démontrerait, plan et cadrage à l'appui. Non, il s'agit là d'un cinéma où, alors que le cinéaste nous donne à voir une sainte, il ne verrouille pas les issues. Face à ce film, le spectateur garde une essentielle liberté. C'est ce qui, je crois, le rend intolérable à certains. Devant la radicalité impudique mise en œuvre par la conduite morale du personnage, le spectateur est confronté à une nécessité. Il lui faut opter pour une conception du monde qui lui corresponde. Deux autres films, au moins présents dans la programmation de l'Accord, travaillent ce même malaise avec une parenté dans la place ménagée au spectateur. Ordet de Dreyer et Breaking the Wave de Lars von Trier. Ces œuvres désignent toutes la même pierre d'achoppement, ce véritable scandale qui lie folie et mystique et dont nous parle ici François Angelier. Leurs personnages, Irène, Johannes et Bess, sont liés par une même intensité. Fous de Dieu, ils sont aussi des êtres dont la souffrance dépasse la seule remise en cause de la société qui produit leur malheur. Du coup, le spectateur ne peut pas se contenter de tout reporter sur une cause unique, se dédouaner et faire l'économie du renvoi sur lui-même. Sa proposition est donc beaucoup moins confortable que devant Family Life ou Vol au-dessus d'un nid de coucou. Dans ces deux films dossiers, le fou est, de manière rédhibitoire, celui que j'observe avec tant de distance entomologique qu'il ne fait rien résonner en moi, si ce n'est une compassion paternaliste et sans enjeu. Autant dire que l'on est loin de se confronter à cet autre que nous cherchons dans le commerce esthétique. Prenons un contre-exemple. Le personnage interprété par Tippi Hedren dans Pas de printemps pour Marnie est censé porter le poids du descriptif clinique dans le film. Tout y est, et Hitchcock ne brode pas dans la dentelle. Kleptomanie, plus frigidité, hallucination visuelle, tout l'écran devient rouge. Cure psychanalytique express à la fin du film avec la totale. Retour à la scène matricielle avec voix d'enfant dans un corps d'adulte, mise à jour du trauma, résolution de la crise et résorption des symptômes, tout cela en moins d'un quart d'heure. Bref, pour qui nous prend-on? Ici, sur un plan narratif, celui qui pouvait le plus nous interroger était, plutôt que celle qui est ostensiblement désignée comme folle, le beau Sean Connery. Élégant et lisse, rationnel, généreux, et complètement soumis à une perversion qu'Hitchcock définit ainsi. J'aimais surtout l'idée de montrer un amour fétichiste. Un homme veut coucher avec une voleuse parce qu'elle est une voleuse. Pour parler crûment, il aurait fallu montrer Sean Connery surprenant la voleuse devant le coffre-fort, ayant envie de lui sauter dessus et de la violer sur le champ. Dans ce cas, le miroir de la normalité nous est bien tendu, mais il est courbe et donc plus insidieusement efficace. Les ombres sur le reflet subissent une anamorphose qui perturbe la perception de la normalité. Parfois, l'œuvre d'art agit par ricochet ou par métaphore. C'est pourquoi dans cette programmation, on a fait une place à ceux qui, en situant leur récit dans le monde du merveilleux, où les codes sont autres et où tout est possible, perturbent allègrement l'organisation sociale et morale, provoquent une déchirure dans cette matrice qui nous dissimule le monde sous les airs de rationalité, les burlesques. Chaplin et Jerry Lewis au premier chef. Plus encore que d'autres cinéastes, les grands burlesques font confiance aux spectateurs par le rire, ils ouvrent les vannes de la jouissance en sachant quel en est le pouvoir corrosif. Ce faisant, ils posent bien sûr la question de la relativité de la logique et de la normalité. Ils sèment le désordre avec ordre. Ou inversement, si l'on reprend le titre original d'un film de Lewis, The Disorderly Orderly. Reste une question, au moins. Les œuvres d'art pourraient-elles aussi délivrer un message, une prise de position, ou doivent-elles laisser cela au film dossier? Bien sûr que oui. Mais à qui viendrait-il à l'idée de d'abord dire de M. le Maudit que Fritz Lang en a fait un film pour la protection des malades mentaux les plus dangereux? Certes, la prise de position du cinéaste est claire, mais elle se fond dans la fiction, un peu comme les enfants des pays pauvres s'accrochent au bus, au camion pour se faire transporter. D'abord, le camion roule.
A contrario, les fictions centrées sur une description très littérale de symptômes cliniques, réduits à une étiologie minimale ou à la volonté de défendre ou d'attaquer telle pratique psychiatrique, courent un risque, celui de la pure intentionnalité de sens. À trop simplifier, on limite la perception du spectateur. Pour en revenir une dernière fois au distinguo qui nous occupe, et si les grandes œuvres d'art permettaient une véritable connaissance parce que, en ne sous-estimant pas leur spectateur, elles mêlent apport d'informations, prise de position et ces entrelacs d'effects, de significations non univoques qui laissent toute sa place au sujet que je suis, au spectateur. À partir de là, que la folie décrite soit celle d'un homme ou d'une femme, qu'elle corresponde à l'idée qu'une époque, une société se font de la maladie mentale, qu'elle affecte celui que l'on appellera un saint ou que l'on traitera de burlesque, peu importe. Ce qui compte est le vacillement que le film me fait éprouver. Comment il me lave le regard, comment non seulement il me propose une délectation esthétique, mais il me change.